On peut démarrer. Donc, merci de participer au webinaire aujourd'hui. Donc, le deuxième volet, hier, on a vu pendant le webinaire quelques outils pour favoriser la synthèse des précurseurs de thiol à la vigne. L'idée, c'est de poursuivre un peu ça aujourd'hui sur la partie vinification et de voir donc les outils qui permettent de favoriser la libération des thiols et l'expression des thiols en vinification. Alors, sachant que on a beaucoup de voies différentes pour favoriser la libération des thiols. L'idée ici, c'est de nous focaliser sur certains aspects de la vinification, notamment sur la fermentation alcoolique, le choix de la souche de levure et la nutrition pour justement favoriser le potentiel thiol. Alors très rapidement, je me présente, donc Nathan Wisniewski, je suis responsable commercial sur l'Europe de l'Ouest chez Fermentis et œnologue. Donc Fermentis c'est une unité du groupe Le Safre qui est spécialisée dans la production de levures, et donc des levures pour de multiples applications, panification, santé, biotechnologie. Fermentis et la division spécialisée dans la production de levures et dérivés de levure pour les boissons fermentées. Donc principalement le vin, mais aussi la bière, le cidre et les spiritueux. Donc voilà, avec une activité focalisée sur les levures et les dérivés de levure. Ça, c'était pour la présentation. Alors, au niveau des arômes dans le vin, on a vu hier un peu ce que justement l'origine des thiols à la vigne. On distingue toujours trois grandes familles d'arômes, donc les arômes variétaux qui sont toujours importants sur certains cépages et dont les thiols font partie, mais on a aussi sur d'autres cépages les terpènes et les C13 norisoprénoïdes. Les pyrazines aussi qui font partie des arômes variétaux en général, qui sont un petit peu moins recherchés, ou en tout cas à des niveaux inférieurs. Ensuite, on a tout ce qui est arômes fermenteurs, c'est-à-dire arômes qui vont dériver directement de l'activité levurienne à partir des acides aminés. Et donc là, les principaux sont les esters d'acétate, qui apportent ces fameuses notes de banane, les esters éthyliques, qui sont des esters de taille plus petite, qui vont apporter des notes fruitées un peu plus complexes, et les alcools supérieurs qui participent également au profil fruité. Et troisième grande famille d'arômes, on a donc les arômes d'évolution, qui vont là être formés pendant l'élevage, donc type DMS. On a aussi des lactones qui peuvent provenir de la barrique, du bois, et l'acétal également qui peut intervenir. Donc pas mal d'arômes qui peuvent se former pendant l'élevage. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les thiols. Donc au niveau des facteurs qui peuvent influencer le profil thiol, on va avoir un certain nombre de facteurs en vinification. Donc déjà, par rapport à la composition du mou, on peut avoir les résidus phytosanitaires qui vont influencer la libération de thiol, et notamment quand on a des résidus de cuivre trop importants, ça va pénaliser le potentiel thiol. On a quelques études récentes qui montrent qu'on a une grosse diminution de la teneur en thiol dans les mous qui sont très chargés en cuivre. Donc là, attention, possibilité d'utiliser des traitements pour justement réduire la quantité de résidus en cuivre. Ensuite, la macération pelliculaire, donc je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais on peut avoir des impacts très positifs de la macération pelliculaire sur la libération des thiols. Donc là, essayer de travailler vraiment les phases préfermentaires où on peut avoir des effets intéressants. La prévention de l'oxydation, on sait que l'oxydation, que l'oxygène est vraiment un ennemi des thiols. Donc on va pouvoir agir à différents niveaux. Bon, bien sûr, on a le SO2 à ce niveau-là. On peut également utiliser des dérivés de levure qui vont être riches en glutathion.
et qui vont permettre justement de limiter l'oxydation. Donc ça, ce sont des dérivés qui s'utilisent très tôt en vinification et justement qui vont capter les composés oxydables, donc qui vont empêcher justement les effets de l'oxygène sur les tilleuls. Le choix de la souche, on verra qu'il est très important aussi. Aujourd'hui, on a des souches qui permettent de révéler les précurseurs de tilleul. On a vu hier que selon le cépage, on avait des variations importantes en précurseurs de tilleul, mais ces précurseurs sont inodores et c'est le choix de la souche vraiment qui va faire qu'on va révéler le potentiel tilleul du vin. Les paramètres fermentaires, donc qui vont de pair avec le choix de la souche, mais on verra une étude justement sur l'impact des paramètres fermentaires sur le profil aromatique, et notamment donc la nutrition azotée. On verra donc la succession et le type de nutrition azotée, donc nutrition plutôt en azote minéral ou organique, et l'impact sur le profil tilleul. Alors ici, un essai, on parle de dérivés de levure. Donc un essai pour vous montrer sur Sauvignon blanc au Chili, donc en 2009, pour vous montrer l'impact de dérivés de levure sur la révélation des tilleuls. Donc la CKS102 qui est une souche qui permet de révéler les tilleuls. Pardon. On voit donc surtout des tilleuls mûrs, la 3MH et l'acétate de 3MH. Et ici, on a une conversion de la 3MH en son acétate qui va être plus importante quand on apporte un dérivé de levure type spring ferm. Donc le spring ferm en fait est un autolysat partiel de levure, c'est-à-dire en fait un produit à base d'azote organique qui est assez riche en acides aminés, donc qui va permettre de bien convertir la 3MH en son acétate. Donc, au niveau du débourbage, on va avoir un intérêt aussi à garder une turbidité modérée. Donc, on essaie d'éviter de débourber trop sévère. Alors, on a des données différentes en fonction des études, mais en général, on conseille d'être au-dessus de 100 NTU. Donc, Ribéro-Gaillon conseillait entre 100 et 250 NTU. Il y a des études plus récentes qui conseillent un niveau un petit peu plus faible, mais en général, il faut au moins se placer à 100 NTU pour favoriser la libération des tilleuls. Pourquoi on conseille de maintenir une turbidité minimale? On va avoir donc un effet à la fois chimique des lits, donc par rapport justement à l'oxydation, et on va avoir un effet physique, donc un effet élément support qui va être important. On sait que les acides gras et les stérols ont un impact important aussi sur la libération des tilleuls. Et on peut parfois, donc quand on sait qu'on a un mou trop débourbé ou un mou qui a une turbidité trop faible au départ, apporter des écorces de levure qui vont être donc particulièrement riches en stérols et qui vont favoriser justement la libération des tilleuls. Donc aujourd'hui, je vais pas mal parler d'études sur Sauvignon blanc. On a choisi le Sauvignon blanc puisque c'est un cépage qui est naturellement très riche en précurseurs de tilleul. C'est aussi l'un des cépages les plus répandus, donc au niveau des cépages aromatiques, hein, c'est l'un des cépages les plus répandus en France et aussi beaucoup dans l'hémisphère sud. En Nouvelle-Zélande, on parle beaucoup des sauvignons néo-zélandais. Donc c'est une bonne base d'études pour nous pour voir justement l'impact de la souche et des paramètres des conditions fermentaires sur la production de tilleul. Donc si on regarde un peu l'impact de la levure sur le profil aromatique du Sauvignon blanc, il va être énorme. Donc bien sûr on aura la libération de tilleul, mais on aura également donc les pyrazines
qui vont jouer un rôle sur donc les notes variétales, donc avec deux types de méthoxypyrazine qui vont apporter plutôt des côtés végétaux, donc on essaie de limiter. Nos trois types de tilleuls, donc les principaux tilleuls qui sont la 4-MMP, tilleul plutôt végétal, la 3MH, donc 3-mercaptohexanol, qui va avoir un côté donc pamplemousse, plutôt sur les agrumes, et l'acétate de 3MH qui sera plutôt sur des notes de fruits exotiques, donc plus mûrs. Voilà. Par rapport à ça, il ne faut pas oublier que le profil aromatique d'un vin, même riche en précurseurs de tilleul, c'est toujours un équilibre et qu'on va avoir donc des notes fermentaires qui viennent compléter les tilleuls, donc avec des alcools supérieurs, des esters, donc des esters d'acétate et des esters éthyliques. Donc l'idée dans les vins où on cherche à exprimer les tilleuls, c'est toujours de trouver un bel équilibre entre les tilleuls et les esters. Souvent, certains esters vont venir renforcer en fait la perception des tilleuls, et c'est pour ça que les meilleures souches de levure sont souvent, les meilleures souches de levure pour le profil tilleul sont des souches qui font à la fois des tilleuls et un peu d'ester, qui vont venir en fait renforcer la perception des tilleuls. Donc aujourd'hui, on est capable de classer les souches de levure de manière assez précise, et notamment par rapport au potentiel aromatique, donc par rapport à la promotion des arômes variétaux. On sait qu'on a des souches de levure qui vont être plutôt neutres, donc qui vont respecter la neutralité du cépage si on est sur des cépages neutres au départ. On a d'autres souches de levure qui vont avoir tendance à favoriser la promotion des arômes, donc des arômes variétaux, si on est sur des cépages riches en précurseurs. Et aujourd'hui, on a des souches qui vont être spécialisées dans la libération de terpènes ou de tilleuls. Donc là, je vous ai mis l'exemple de notre gamme qu'on maîtrise bien et sur laquelle on a donc la SH12, qui est une souche qui libère bien les tilleuls. On a aussi d'autres souches type CKS102. Donc on voit qu'on peut jouer sur plusieurs paramètres, à la fois la promotion des arômes variétaux, aussi la rondeur et la sucrosité. Donc on peut aller sur des souches qui vont être plus ou moins promotrices de rondeur. Donc on a à la fois l'aspect aromatique, mais on va avoir également donc la structure du vin et la rondeur, la sucrosité. On a également donc les caractéristiques techniques qui vont jouer. Donc ça, on regarde toujours la capacité des souches en termes de cinétique et en termes de résistance à des conditions difficiles. Donc ici, vous avez des souches qui restent un peu plus lentes, qui sont des Saccharomyces cerevisiae, qui ne sont pas forcément des mauvaises souches, puisque on peut avoir des souches justement intéressantes au niveau aromatique, mais qui ont tendance à être plus lentes. Et puis on a des souches de type Baianus qui vont être donc plus rapides et qui peuvent être intéressantes pour la révélation des tilleuls également. Donc là, on retrouve en milieu de tableau notre SH12 qui est plutôt qui est la plus intéressante pour la libération des tilleuls. Donc par rapport à la sélection de la souche de levure, rapidement donc sur le pilotage de la fermentation. Donc, le premier critère de sélection, c'est d'avoir des souches qui vont pouvoir aller avoir une bonne cinétique en fermentation et surtout terminer rapidement les sucres et en tout cas avoir des fins de fermentation franches avec une latence faible en début de fermentation. Donc on va avoir justement ici l'inoculation de la levure. On va pouvoir jouer sur la nutrition azotée. Au pic de fermentation, donc à la vitesse max, ici on voit sur la courbe en rouge, la vitesse max, c'est à peu près entre le quart et le tiers de la fermentation. Là, on va pouvoir ajouter de l'oxygène et également avoir un deuxième apport en nutrition azotée qui vont impacter justement la synthèse des tilleuls. Et puis, donc, l'idée, ça va être de bien gérer la succession de des apports azotés pour avoir une fin de fermentation
franche et surtout une bonne libération des tilleuls. Alors, on a des programmes de sélection hein, de nouvelles souches, de levures qui vont permettre de libérer des tilleuls. Donc, quel type de paramètres on regarde par rapport à ces nouvelles souches qu'on cherche à sélectionner? Donc, déjà d'avoir des souches avec une bonne cinétique fermentaire, c'est ce que je disais, donc cinétique plutôt moyenne à rapide, et une bonne résistance à des bas pH, puisqu'en général, les vins qui sont riches en tilleul vont être plutôt à bas pH, et on va travailler également à basse température, donc une bonne résistance à basse température. On cherche à avoir des profils fermentaires nets, donc avec faible production de SO2 et de H2S, et ça c'est une petite difficulté puisqu'en général les souches qui libèrent pas mal de tilleul vont avoir tendance à produire pas mal de SO2 en fermentation. Vous savez que les souches produisent naturellement du SO2 en fermentation, hein, ce qui fait que même si on commence la fermentation avec un niveau très faible, avec un sulfitage très faible, on peut avoir des niveaux qui augmentent significativement pendant la fermentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Et c'est d'autant plus à surveiller quand on prend des souches révélatrices de tilleul, puisque elles ont tendance à faire du SO2. Voilà. On cherche des souches forcément à faible production de volatiles et avec une bonne préservation de l'acidité totale. Donc libération importante de tilleul, c'est l'objectif principal. Et également, donc, dans le cas que je vais vous présenter, on est plutôt donc sur une souche avec des notes plutôt fraîches, donc d'agrumes et de fruits tropiques intenses. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la levure pour la libération des tilleuls, donc on va avoir déjà la richesse en précurseurs de tilleul qui va jouer, et on va avoir certains gènes qu'on connaît bien, qu'on a identifiés dans la levure, qui vont intervenir sur la production d'enzymes qui vont permettre justement de transformer ces précurseurs de tilleul qui sont inodores en tilleul justement qui vont exprimer l'arôme justement. Donc notamment la production de bêta-lyase par la levure qui est gérée par deux gènes, donc STR3 et IRC7, et qui va permettre donc la production de 4-MMP. Donc vous vous souvenez le tilleul plutôt végétal et donc de 3-MH, donc tilleul plutôt agrume. On a également donc un autre gène qui s'appelle l'ATF1, donc acétyltransférase, et qui va permettre de convertir la 3-MH en son acétate, l'acétate de 3-MH. Et là, on aura le tilleul le plus mûr qui donne des notes de fruits de la passion. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a différents paramètres de fermentation qui vont jouer sur l'expression du gène ATF1 et notamment l'apport d'oxygène. Donc, l'apport d'oxygène en fermentation peut être intéressant justement pour la production de l'acétate de 3-MH. Et la température va avoir un impact également. Et donc l'UFA, donc c'est la concentration en acide gras. Voilà, donc ici un essai qui a été réalisé donc par les laboratoires du Bernet donc sur Syrah, sur un rosé. On démarre donc avec donc, plusieurs références commerciales, pardon. Plusieurs références commerciales et on voit donc la production. Donc ici, la souche qui a été sélectionnée, c'est la SH12 et on la compare donc à différentes références du marché. Donc la référence 1 et 3 qui sont des références commerciales assez connues pour favoriser la production de tilleul. La référence 4 qui est une souche aromatique qui va être plus spécialisée ester.
Donc là, on le voit, production d'acétate d'isoamyle assez importante pour la référence 4, alors que pour la SH12, on a vraiment une libération d'acétate de 3MH très importante. Alors ici, on a les unités c'est en OAV, donc en unité d'odeur. Et donc c'est un nombre de fois le seuil de perception de la molécule. Donc ici, on voit qu'on est à plus de 80 fois le seuil de perception. Donc au niveau de la dégustation par un panel professionnel, quand on compare justement la SH12 à ses références, on a un profil qui ressort beaucoup plus à la fois sur l'acidité, sur la complexité et sur le fruit et la fraîcheur. Donc effectivement, le fruit, et ici, donc on a à la fois des notes d'agrumes et des notes de fruits de la passion qui ressortent. Donc voilà pour un exemple de sélection de levure. On a rempli vraiment l'objectif ici, qui était donc de favoriser l'expression des tilleuls, donc avec une souche qui présente des bonnes caractéristiques en fermentation, qui permet de monter à des degrés relativement élevés pour des blancs et rosés, qui a des bonnes caractéristiques techniques, donc qui n'a pas un besoin énorme en azote, qui produit très peu d'acidité volatile, très peu de SO2 et de H2S, et surtout qui permet de libérer l'éthiol de manière importante. Donc notamment la 4-MMP, on l'a vu, mais aussi la 3MH et son acétate. Donc on est vraiment sur des profils thiol assez complexes. Maintenant, on a regardé, donc là, on était vraiment sur la sélection de la souche. On a voulu regarder également l'influence des paramètres fermentaires sur l'expression des thiols. Et pour ça, on s'est intéressé à deux types de paramètres, la température et la nutrition azotée. Donc température, on a testé trois types de régimes de température. Une fermentation à basse température à 12 degrés constants, une fermentation où on maintient les cuves à 18 degrés pendant 3 jours et puis on abaisse à 12 degrés, et une fermentation à 18 degrés constants. Et par rapport à ça, on a aussi utilisé donc différentes modalités de nutrition azotée. Donc toujours en deux apports. L'apport fractionné qui est intéressant, donc un apport à l'ensemencement de la levure et un apport au niveau du tiers fermentation. Et vous voyez qu'on alterne entre l'azote minéral et l'azote organique. Donc le DAP, diammonium phosphate, qui est l'azote minéral, qu'on va parfois amener en premier ou parfois en second, et l'azote organique, qui est un autolysat total de levure, donc un autolysat qui va être riche justement en azote et qui va être en fait une levure morte, riche en éléments supports, en vitamines et en acides aminés. Donc, les premiers types de résultats, ça va être l'impact sur les cinétiques fermentaires. Donc, au niveau des cinétiques, qu'est-ce qu'on observe? Forcément, on a donc les températures les plus basses, c'est-à-dire ici les modalités à 12 degrés et 18 et 12 degrés qui sont les plus lentes, qui vont finir après 30 jours de fermentation, mais qui finissent bien les sucres. Et parallèlement à ça, donc la modalité à 18 degrés, qui a une fin de fermentation beaucoup plus franche. On n'a pas forcément d'impact de la souche, donc entre ici la souche A et ici donc la souche qui est notée 17912 qui correspond à la SH12, hein, c'est son nom expérimental, on n'a pas forcément de différence entre les deux souches. Par contre, on a un impact fort de la température sur la cinétique. Donc, ce qui nous intéresse le plus ici, au niveau de la libération des thiols,
on regarde, donc là c'est intéressant de voir justement les profils. Premier constat, au niveau de la 4-MP, donc le tilleul qui apporte les notes les plus végétales, on a absence de 4-MP, de libération de 4-MP à 12 degrés. Donc à basse température, on n'a vraiment pas de production de 4-MP. Et si on veut avoir des profils plutôt frais végétaux, on évitera de travailler à très basse température. On se rend compte que les basses températures inhibent la production par la levure, la libération par la levure de 4-MP. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que finalement, toujours par rapport à cette 4-MP, le meilleur profil, c'est le profil où on commence à 18 degrés pendant 3 jours, puis on abaisse à 12 degrés. Donc là, on a vraiment des niveaux de 4-MP qui sont intéressants. On aura en fait ouais, des libérations intéressantes. Et puis quand on regarde aussi donc les autres tilleuls, donc la 3MH et son acétate, on est sur des niveaux qui sont relativement comparables donc entre les différentes modalités. Donc vraiment ici, la différence se fait au niveau de la 4-MP. Donc l'impact toujours des paramètres fermentaires sur le profil aromatique. Donc on compare la souche A ici et donc la 17912 qui est notre SH12 et on voit qu'on a vraiment beaucoup plus de notes donc végétales, hein, greenness, c'est-à-dire vraiment les notes végétales qui ressortent à 18 et 12 degrés. Donc là, on est vraiment sur, alors là, ici c'est en anglais, mais on voit vraiment donc une forte dominance des notes végétales ici à 18-12 degrés pour cette souche-là, qu'on ne retrouve pas pour la souche témoin qui est la souche A. Donc ici, on a vraiment un effet souche également. Vous avez vu l'effet température sur la précédente. On a également un effet souche. Et cette souche SH12 va vraiment favoriser la synthèse de cette 4-AMP. Voilà, donc si je résume vraiment l'influence des paramètres fermentaires, la température, c'est le paramètre qui a l'impact le plus important. Et finalement, quand on regarde les profils aromatiques au niveau thiol et quand on regarde les résultats d'un panel de dégustation, on se rend compte que les meilleurs commentaires viennent du profil à 18-12 degrés. Donc commencer 3 jours à 18 degrés et puis abaisser la température à 12 degrés. On a les meilleurs résultats en termes de profil aromatique et de complexité, donc le meilleur compromis. Par contre, on aura une fermentation un peu plus lente. Donc là, il faut être capable de l'accepter aussi. On aura en général des fermentations plus lentes. Par contre, à 18 degrés, là, on aura une fermentation plus rapide et vraiment un profil uniquement orienté vers les thiols avec moins d'ester. On a vu que la complexité, justement, ester-thiol pouvait être intéressante. Donc l'impact de la nutrition, il est présent, il sera un peu plus modéré que celui de la température, mais il existe. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'ordre d'ajout des nutriments importe beaucoup. Et lorsqu'on ajoute le DAP, c'est-à-dire la nutrition minérale en premier, on va bloquer la voie de synthèse des thiols. Donc c'est vraiment important en fait ici au niveau de l'ajout de l'azote azoté, de l'azote pardon, de l'azote levurien, de favoriser donc l'autolysé en premier et l'azote minéral en second. Alors c'est pas le cas pour toutes les fermentations. Parfois on conseille plutôt d'ajouter le DAP en premier, donc l'azote minéral, et au tiers de la fermentation, l'azote organique. Particulièrement quand on veut favoriser la synthèse d'ester, c'est relativement intéressant. Par contre,
on sait que l'ajout de DAP en premier va vraiment bloquer la voie de synthèse des thiols. Donc ici, quand on est sur un itinéraire thiol, on favorise plutôt l'azote organique en premier, éventuellement du DAP au tiers de la fermentation, ou alors 2 apports d'autolysate, donc d'azote organique. Alors, le problème potentiel de 2 apports d'azote organique, c'est que si on a des carences trop importantes et donc une dose d'apport trop importante en autolysate de levure, on peut avoir aussi du gras qui est relevé et quelques notes soufrées. Voilà, et donc dernier point, une validation en conditions réelles, puisque là on était en microvinification. Donc plusieurs essais qui ont été réalisés dans, dans pas mal de pays en Europe et également aux USA. Donc première chose, lorsqu'on fait ces essais en conditions réelles, on fait les contrôles d'implantation pour être certain que la souche qu'on a testée s'est bien implantée. On se rend compte que parfois il y a des essais en conditions réelles où c'est pas la souche qu'on a ensemencée qui s'est implantée. Donc là, toujours l'intérêt d'ensemencer à 20 grammes hecto et de ne pas sous-doser lorsqu'on ensemence les souches, surtout à froid. Donc là, on voit qu'on est à plus de 88% d'implantation donc sur le contrôle d'implantation, et donc on a une meilleure implantation sur la SH12 que pour le témoin. Donc là, un essai, je reprends un essai qui a été réalisé en 2019 donc en Val-de-Loire, donc avec une fermentation qui a été menée à 17 degrés constant, et donc un ratio azote assimilable sur sucre qui était à 0,83. Donc ça veut dire que finalement on avait une dose assimilable qui était correcte, mais pas en excès non plus sur l'azote assimilable. Donc là, une levure référence thiol du commerce, et puis donc la levure testée qui est la SH12. On voit qu'au niveau des cinétiques, la SH12 va être un petit peu plus lente en début de fermentation, mais qu'elle va terminer en même temps. Et surtout, le point intéressant, c'est qu'elle va produire donc moins d'acidité volatile. Donc c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. On est sur des profils des profils plus nets et faible production d'acidité volatile ici. Au niveau du profil organoleptique, donc là, qu'est-ce qu'on relève entre les deux souches? On a donc sur la SH12 qui est ici en orange des notes beaucoup plus importantes de fruits à chair blanche et des notes de buis, bourgeons de cassis qui vont être aussi également beaucoup plus élevés et donc une chaleur qui va être plus faible. Donc par rapport aux témoins, on a vraiment donc ici des notes thiolées qui ressortent beaucoup. Et par contre, on voit que tous les descripteurs qui correspondent à des esters, donc ici le côté amylique, fruits rouges et voilà, et fruits exotiques sont beaucoup plus faibles que pour le témoin. Donc on est vraiment sur un profil plus orienté thiol et moins orienté ester ici. Donc à noter qu'on a une réduction qui est un petit peu plus importante ici sur la SH12 également, qui est peut-être liée à ce côté thiol. Voilà, j'ai parlé rapidement tout à l'heure de la protection contre l'oxydation. Donc aujourd'hui, il existe différents dérivés de levure qui vont avoir des impacts variés donc sur le vin, qui vont permettre donc pour certains d'augmenter la rondeur,
de clarifier. On peut avoir donc des dérivés de levure qui vont être utilisés en collage, qui vont permettre de stabiliser la couleur ou de protéger le vin contre l'oxydation. Et c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse quand on veut vraiment révéler le profil thiol en fermentation. On peut utiliser donc des dérivés de levure qui sont riches en glutathion. Donc ici, j'ai pris l'exemple du Springarum et qui va permettre de protéger, donc le vin de l'oxydation. Voilà, donc c'est quelques outils que vous pouvez utiliser, donc quelques résultats d'essai et quelques outils que vous pouvez utiliser pour favoriser la libération des thiols. Donc on n'est pas entré dans le détail sur tous les points. Il y a aussi pas mal d'autres pratiques que vous pouvez utiliser pour favoriser la libération des thiols, donc notamment au niveau préfermentaire. Mais vous voyez vraiment que le choix de la souche de levure est très important quand on est sur justement des thiols ou des terpènes, donc des variétés aromatiques. Et puis donc les conditions de fermentation, que ce soit température ou nutrition azotée, sont également très importantes. Voilà. Donc pour compléter un peu le volet vigne, donc les tilleuls, ça va vraiment être un travail complet qui part justement de la vigne, du travail à la vigne, et qui se poursuit en vinification. Et il y a vraiment des itinéraires qui permettent de favoriser justement cette synthèse de tilleul. On continue, nous, à sélectionner donc différentes souches. En tant que producteur de levure, on continue à sélectionner des souches qui vont favoriser différents profils tilleul, donc des profils plus frais ou plus mûrs en fonction des besoins. Aujourd'hui, le marché a différents besoins. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On a une section chat qui est disponible. Donc vous pouvez poser vos questions si vous en avez. On a été relativement rapide aujourd'hui. Donc c'était. Alors les présentations sont disponibles, hein, on va les mettre en ligne via le YouTube de Fermentis. Vous aurez donc la présentation de la synthèse éthiole à la vigne qui a été faite hier et puis celle d'aujourd'hui qui seront disponibles en ligne. Voilà. Écoutez, pas de questions en particulier. En tout cas, j'en ai pas dans le volet, donc c'est clair pour vous. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir pris un peu de votre temps pour voir justement quels outils on peut utiliser pour favoriser la libération des tilleuls. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, donc Fermentis, à nous envoyer des questions si vous en avez avant la campagne. Donc, on est toujours joignable et on répondra à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée à tous.